Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On va parler de transition énergétique, ce qui n'est pas complètement, innovant. Ici, on va parler de transition énergétique pour les entreprises, ce qui est déjà un peu plus innovant. Et on va parler de ce dont les entreprises peuvent se doter pour faire cette transition énergétique. Alors c'est mon marketing qui demande de mettre ma tronche sur la première slide à chaque fois. Donc très vite, moi je suis chez IDEX, que je vous présenterai plus tard. Je suis directeur bâtiment bas carbone. Donc on développe des solutions pour les entreprises. Asseyez-vous devant, je ne suis pas sûr que le jury arrive. Il n'y a pas une grosse pression sur le concours des Be Positive Awards. On développe des solutions de transition énergétique clés en main pour les entreprises. J'ai une trentaine de personnes dédiées au solaire photovoltaïque et aux bornes. Et on s'en fout de ce que j'ai fait comme diplôme. Et j'ai 2 enfants, donc j'ai aucun hobby à côté. Le message que je veux porter aujourd'hui, il est triple. Le premier, c'est qu'il y a une crise énergétique en cours. Ah, donc je vois que madame a des enfants à côté, parce que je vois un sourire entendu sur j'ai plus de hobby. Et ouais. Il y a une crise énergétique en cours. Tout le monde le sait, mais en fait, ça révèle un truc sous-jacent que beaucoup de gens tendent à sous-estimer. Et moi, je voudrais vraiment porter un message sur à quel point on continue de sous-estimer la transition énergétique, et en particulier celle que je connais le mieux, c'est le solaire photovoltaïque et les bornes. Moi, ça fait 11 ans que je bosse dans les ENR, 11 ans que j'entends dire que c'est bien, mais on fera autre chose à côté. Donc je ne suis pas à l'ADEME. J'ai un parcours académique très classique, donc je ne vais pas vous dire que c'est le grand soir, mais je veux quand même remettre quelques ordres de grandeur. Et face à ces ordres de grandeur, mais aussi à ce temps long qui s'avance devant nous, je voulais quand même rappeler ici aux entreprises qu'il faut commencer à se doter d'une plateforme de transition énergétique, que je n'ai pas toutes les clés, comme personne. Je ne sais pas s'il y aura de la géothermie de surface, je ne sais pas s'il y aura du stockage pour les entreprises, je ne sais pas s'il y aura des électrolyseurs pour la mobilité lourde pour les logisticiens. Enfin, il y en aura un peu parce que ça a commencé, mais au-delà de ça, j'en sais rien. Par contre, il y a 2-3 trucs que je sais. Ah, il y a un vendeur d'alarme là qui est en test. Il y a 2-3 trucs que je sais et sur lesquels je pense qu'on peut se positionner dès aujourd'hui sans prendre trop de risques. Alors là, je vais aller vite parce qu'on est qu'entre gens qui connaissent l'énergie, mais c'est une slide que je montre souvent. C'est l'évolution des prix de l'électricité en France depuis 2020. Ce que vous voyez, le plateau, c'est l'arène, en gros, à 42 € par mégawattheure. C'était le prix depuis une quinzaine d'années, depuis 10 ans, avec des élastiques au-dessus et en dessous. Et alors, est-ce qu'il fait pointeur, celui-là? Non. Le petit éclair qui est là, c'est la guerre en Ukraine. Donc, comme vous le voyez, ça avait démarré bien avant la guerre en Ukraine, le grand bazar. Et ça continue depuis, parce que là, les prix ils étaient à 130, j'ai regardé la semaine dernière, ils continuent à se balader entre 50 et 200, ce qui est absolument non prévisible. Ce qui fait que, et nous on le constate vraiment, et je pense que vous le constatez aussi, l'énergie est redevenue un sujet pour les décideurs. C'est pour les COMEX members. C'est le responsable énergie d'un industriel, tout d'un coup, il voit son DG toutes les semaines. Et ça les perturbe d'autant plus, les décideurs qu'on croise, que cette hausse et surtout cette volatilité des prix de l'électricité, c'est dans un contexte où on électrifie quand même les usages à marche forcée. Et quand je dis à marche forcée, c'est pour être gentil. Il y a mes amis de GRDF qui sont là-bas, qui sont en train de... Il y a un projet de décret là pour supprimer les chaudières au gaz dans le neuf, tout simplement. Donc on parle d'une électrification très rapide et très forte. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je peux en parler après de ça. Donc si on prend par exemple la mobilité, vous connaissez le contexte, il y a un contexte européen où il y a l'Allemagne qui fait un peu de blocus sur l'interdiction du véhicule thermique en 2035. Mais si on regarde rien que la retranscription française qui est déjà faite, aujourd'hui, les flottes de véhicules de société doivent déjà s'électrifier à hauteur de 10%. 10% quand vous enlevez tous les usages contraints de mobilité intensive, ça fait vite 30, 40. Nous, on a une administration, les administrations sont à 50% de véhicules électriques. Et on doit monter à 70% des renouvellements en 2030. 2030, c'est 7 ans. Un véhicule, ça vit 8 ans en moyenne. Donc on est déjà dans l'électrification des flottes. On est obligé dès aujourd'hui de prééquiper tous les parkings qui sortent en neuf de bornes de recharge. Enfin de câbles, de fourreaux, on ne met pas les bornes tout de suite. Mais surtout en 2025, donc on est en mars 2023, donc dans, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme 19 mois, on doit avoir des bornes sur tous les parkings français existants de plus de 100 places. Si je ne me trompe pas sur le chiffre. Je suis à peu près sûr que c'est ça. Le 2025, c'est demain à l'échelle des infrastructures. Et en fait, nos clients, ils commencent à le réaliser et ils commencent à nous appeler en mode panique à bord. Surtout que moi, je leur dis, à compter de 2026,
La bonne nouvelle, alors ma transition n'est pas parfaite, il m'en manque une, je vais le faire dans le désordre, c'est pas grave. À partir de 2026, vous êtes aussi obligé d'avoir du solaire. Donc est-ce que je vais casser votre parking 2 fois? Et donc c'est la panique à bord. Et c'est d'autant plus la panique à bord qu'en fait quand vous regardez l'électrification, ça touche tous les secteurs. Donc j'ai parlé de la mobilité. La mobilité aujourd'hui c'est 91% de produits pétroliers. En gros, il y a epsilon de gaz. Donc ça veut dire que le train, le fret, ça pèse 0. D'accord? C'est vraiment que du produit pétrolier. C'est 60 et quelques % la voiture individuelle. S'il y en a qui se demandent comment réduire leur empreinte carbone. Je cite l'agriculture en 20% c'est la viande de bœuf, qui fait le chiffre. Non mais ça fait du bien de rappeler des trucs comme ça. Mais donc la mobilité, tout le monde le regarde. Mais à côté, dans l'industrie, vous avez encore 60% de produits pétroliers et encore un peu de charbon dans la sidérurgie, c'est un exemple qui est connu. Et donc, on a aussi une électrification qui arrive dans l'industrie, même si dans l'industrie, il y a des cas d'usage, on va les mettre on va récupérer de la chaleur, il y a plus de variété de solutions. Il y a quand même une forte électrification en cours dans l'industrie. Je ne sais pas si vous avez vu, la Creux est sortie hier sur le fait qu'il fallait subventionner l'électrification. Et dans le résidentiel, il y a encore 40% de gaz et de fioul. Donc ça va aussi s'électrifier. Et donc quand on dit ça, voilà, c'est un peu la joie des mines en général. À la fin de cette slide, je vois des mines un peu déconfites qui arrivent. En fait, ça va toucher tout partout. Dans le résidentiel, pour l'anecdote, moi j'étais conseiller de Valérie Pécresse jusqu'à il y a 2 ans. Après, je suis revenu dans le privé faire des choses intéressantes. Mais pardon, c'est filmé. C'était vachement bien. À Paris, il y a toujours 15% de chauffage au charbon. À Paris, dans le chauffage urbain. Donc ça pose quand même des questions. Je veux dire, il va falloir électrifier très vite si on veut être à net zéro en 2050. Et en plus, c'est vrai qu'il y a eu une réaction politique à la crise où on a encore accéléré l'électrification. Je vais prendre un exemple que je connais, mais à partir de juillet 2023, donc on est en mars 2023, on est obligé d'équiper les parkings de plus de 1500 mètres carrés. C'est en gros 80 places de parking, 70-80 places de bornes. Donc je ne sais pas ceux qui sont venus de Lyon-Pardieu, si vous avez vu le long du trajet, le nombre de parkings qui vont être obligés de s'équiper. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est rentable. Donc en vrai, ils auraient pu le faire avant. Il fallait juste qu'ils s'y mettent, quoi. Donc c'est le seul but de cette loi. On va aussi probablement accélérer sur l'efficacité énergétique. Alors pour l'instant, il y a beaucoup de com sur la sobriété. Il n'y a pas encore de mesures très fortes, mais il y a pas mal de choses qui sont dans les cartons en ce moment. Du SGPE, si je ne me trompe pas, le Secrétariat Général pour la Planification Écologique. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce que ça met en lumière, pardon, je cache l'écran, c'est qu'en réalité, la transition énergétique, elle n'a pas démarré. Et pourtant, on est un salon qui commence à être grand. Hein. Et pour ceux qui bossent depuis quelques années dans le secteur, ça fait une bonne dizaine d'années que je vis dans les ENR, ils étaient plus petits, les salons, à l'époque. Bon, mais aujourd'hui, je vais vous donner 2 chiffres. Je vais vous en donner un déjà pour commencer. Il y a 400 000 bornes de recharge en entreprise installées à peu près. Honnêtement, ce n'est pas à 50 000 près, on n'a pas un chiffre exact. Mais il y a 41 millions de véhicules de particuliers. En gros, si je vais détoxer des bornes publiques, les fameuses 100 000, le débat sur lequel on se centre. Donc un véhicule, c'est stationné à peu près 95% du temps. Il y a environ 93% des recharges qui se font au domicile et au travail. Donc le débat public, c'est les chiffres de l'AVER, vous pourrez. Le débat public se focalise sur les moins de 10% de recharges qui se font en itinérance, en fait. Et comme toujours, il y en a 90% qu'on oublie. Aujourd'hui, il y en a 400 000 pour 41 millions de voitures. Il en faudra probablement entre 20 et 60 millions. Parce qu'il faudra probablement, là c'est putatif, vu que personne ne s'occupe de ce sujet réellement aujourd'hui, mais il faudra probablement de l'ordre de 2 bornes lentes par voiture, entre 1 et 2 bornes lentes par voiture, sachant qu'il y en aura au domicile, mais il n'y aura probablement pas 2 bornes au domicile, et il y aura probablement entre une demi-borne et une borne par voiture au travail. Ça dépendra évidemment du travail, dedans je compte les supermarchés, tous les parkings semi-publics à usage un peu privatif type clientèle. C'est pas, je vous fais un chiffre à la très grosse. Et donc on est environ à 1%. Ah, non, c'est bon. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que moi j'en vends, donc ça m'arrange qu'on ait fait que 1% du marché. Pareil pour le solaire, on a fait une super année. On est aujourd'hui à 14 TWh produits, c'est les chiffres de l'an dernier, ça. Ça fait 2 tranches nucléaires. C'est bien, mais c'est pas assez. Alors la bonne nouvelle, c'est que on sous-estime beaucoup la transition énergétique. Alors ici, je suis devant un public un peu plus facile que ce que je peux faire parfois, mais
c'est un peu... Ça, pour ceux qui bossent dans le secteur depuis quelques années, c'est un peu une anecdote sur la vision qu'on a des énergies renouvelables. Et on peut l'étaler pour le solaire au sol, pour l'éolien en mer, enfin bref. C'est réplicable à beaucoup de secteurs. La première barre, c'est le parc actuel de solaire photovoltaïque, tout compris, hein, les maisons, le sol, les friches, les parkings. La première petite barre, alors je suis un peu daltonien, donc je ne me suis pas facilité la tâche, mais ça doit être du bleu-vert. C'est le potentiel des friches tel qu'il était vu par l'ADEME en 2018. Vous savez, la grande étude où ils avaient dit finalement on pourrait faire des renouvelables. Bon. Ensuite, en bleu foncé, j'ai rajouté le potentiel des parkings tel que vu par l'ADEME également à l'époque. Et enfin, en vert, c'est quand on a sorti cette loi sur les ombrières obligatoires. Là, je ne sais pas si vous avez suivi, les ombrières sont obligatoires à partir de 1500 m². On pourra envoyer les slides hein, si vous voulez, plutôt que faire des photos. Il y a une étude d'impact avec la loi. Puis nous, on a fait tourner les calculettes aussi, parce qu'on a un peu rigolé. Comme quand on a vu que c'est devenu obligatoire ce qu'on vendait, c'est plus facile à vendre. Bon, bah, c'est la barre verte. On a retrouvé 20 gigawatts qui traînaient de potentiel qui n'avaient pas été adressés. Puis du coup, ils ont mis 1500 m². Puis on a commencé à refaire tourner des estimations. Et on a retrouvé la barre, alors je pense qu'elle est un peu bleu ciel, au-dessus, etc. Donc là, je vous ai ajouté juste les friches et les parkings. Donc j'ai pas mis de solaire au sol, j'ai pas mis de délaissé. Enfin, j'ai été très enfin, c'est même pas conservateur, c'est le potentiel évident. Vous voyez le pointillé, c'est l'objectif 2050 des 100 gigawatts qui avait été annoncé à Belfort par le président de la République, où tout le monde avait dit que c'était très difficile à atteindre, inatteignable, etc. Juste des friches et des parkings. Et c'est les parkings faciles, hein, c'est les plus de 1500 m². Je ne vous parle pas des petits parkings. Donc on sous-estime, je pense, un peu la transition énergétique. Et pour autant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on surestime, ça fait peur, en vrai. Moi, j'en retire deux choses de chez mes clients. Les premiers, souvent, c'est que ça les embête, pour parler poliment, la transition énergétique, parce que c'est une contrainte sur leur business et ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Ils n'ont plutôt pas tort, parce que ceux qui l'ont fait eux-mêmes sont quand même souvent un peu cassés les dents. Et le deuxième, c'est que ça leur fait peur. Et notamment, ça fait peur sur le besoin de mobilité, où on me dit, j'entends souvent, oui, je vais mettre des bornes, mais il n'y a pas d'électricité pour alimenter mes voitures. Bon, cet hiver, c'est pas complètement faux qu'on manquait un peu d'électricité, vaut mieux pas charger à 19h en hiver. Maintenant, si on regarde le besoin à la grosse évalué par RTE, avec 7 millions de véhicules électriques légers, en 2030, pardon, c'est pas en 2023, là il y a une coquille, on est environ à 10% de la avec 20% du parc en gros électrifié, si on fait rapide, on est environ à 10% de la consommation d'électricité française en 2030. 10%, ça fait 1% de croissance par an. C'est moins que les gains d'efficacité énergétique dans l'industrie. Alors en ce moment, ils sont un peu forcés, mais... Donc c'est anecdotique, en fait, hein, la demande d'électricité du véhicule électrique. C'est anecdotique. Il faut avoir ça en tête, et les gens ne l'ont pas. C'est rien. C'est un non-sujet. Et la raison est simple, et je peux en parler un peu longtemps, et j'ai pas le temps, mais... C'est vraiment pas cadeau de mettre un fabricant d'alarme à côté du stand des conférences. Quoi. Mais non, la raison est simple. Pourquoi il y a aussi peu besoin d'électricité pour le véhicule électrique? C'est qu'un véhicule électrique, c'est efficace à plus de 90%. C'est-à-dire que l'énergie vous fait avancer. Alors qu'un véhicule thermique, ça chauffe les oiseaux à 80%. Les meilleurs véhicules thermiques, on dépasse à peine les 20% d'efficacité nominale. Donc forcément, quand vous améliorez par 5 l'efficacité, vous consommez beaucoup moins d'énergie à l'échelle d'un système. En revanche, bon, c'est pas le cœur sujet, mais je voulais la mettre parce que je l'aime bien celle-là. Ce qu'on sous-estime souvent, c'est le besoin en puissance ou en flexibilité. Quand on parle de 100 000 bornes publiques, juste pour rigoler, j'ai mis la dernière ABB, bon, qui est très bonne, hein, c'est du super matos. Mais les dernières DC, je ne sais pas si vous avez suivi, ça monte énormément en puissance. On est sur des 200, 300 kW. Celle-là, c'est la plus grosse aujourd'hui commercialisée en masse. Elle est à 360 kW DC. Alors, ce n'est pas une comparaison exacte, mais c'est du DC versus de l'AC pour les puristes. Si jamais il y a des ingénieurs élec, je suis conscient que ce n'est pas tout à fait exact, mais l'ordre de grandeur est juste. Ça fait 120 machines à laver. Donc déjà, une borne, ça fait 3 machines à laver. Une borne assez classique, 7 kW. Je reviens à ma diapositive sur le fait qu'on sous-estime. 41 millions de véhicules. Je redescends. Pardon. 120 machines à laver. Donc ça veut dire que si on met déjà 41 millions de bornes lentes, on est sur quelque chose qui est comparable à la réélectrification du pays après la Seconde Guerre mondiale. Donc il va falloir s'en occuper un peu quand même du pilotage de la demande.
J'ai fait ça à des ingénieurs des arts et métiers. Il y avait des représentants de l'administration dedans. J'ai eu 2-3 retours sur le fait qu'il y avait un peu de boulot. Et l'autre point qu'on a tendance à sous-estimer, et c'est ma transition pour les entreprises, c'est le temps. Et c'est un paramètre de la transition énergétique qu'on a tendance à sous-estimer. On est tous dans un métier d'infrastructure. Une infrastructure, spécialement en France, c'est long à déployer. C'est 7 ans pour les projets éoliens. Même un projet solaire basique sur parking, aujourd'hui, on met 18 à 24 mois, alors qu'il n'y a pas d'études. Enfin, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études compliquées, mais il y a plein de petites études de 2 mois, ce qui à la fin en met 12. Et donc, je voulais juste rassurer tout le monde sur le fait que c'était normal que ce soit très long. La première concession publique d'électricité en France, c'est la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage. C'est en 1880 environ. Alors, c'est pas tout à fait... Enfin, voilà, j'ai pas fait non plus 10 ans de bibliographie. Elle était elle-même l'héritière de la Compagnie des eaux de Paris, qui avait eu une ordonnance royale pour avoir une concession en 1778. Donc, ça a mis environ 2 siècles pour déployer l'électricité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui. Il me reste 5 minutes, je vais me faire prendre à l'ordre. La Compagnie française des pétroles, c'est Total. Ça a été fondé en 1924. Donc ça fête ses 100 ans l'an prochain. 1 siècle pour déployer l'industrie pétrolière. Et ça a été fondé, je l'ai noté, c'est pas anecdotique, par Raymond Poincaré, avec tous les moyens de l'État. Et il a fallu 1 siècle, avec un alignement de la diplomatie, de l'armée et de l'économie. Le premier réacteur nucléaire, on dit toujours le nucléaire c'est extraordinaire, on a fait le plan Mesmer, ça a mis quelques années, on a fait 8 réacteurs par an, enfin, ce qui est vrai, hein, ça a été quand même extraordinaire. Mais le premier réacteur nucléaire c'est 1955, le premier réacteur commercial c'est 1963. On a fini de construire Civaux. Pour le début des tests de Civaux, c'est la dernière tranche du programme, de ce programme, 1999. Donc ça a mis 44 ans, en allant effectivement à toute vitesse. La première centrale photovoltaïque en France, d'Espul, c'était 1992, à côté de Lyon justement d'ailleurs, c'était pas très loin d'ici. Et le premier arrêté où l'État dit on y va sérieusement, c'est 2006. Il y en a eu en 2001, mais il n'y a que les puristes qui le connaissent, et c'est 2006. Donc 2050, finalement, pour faire 100 gigawatts, c'est très raisonnable. Hein. Mais si on sous-estime ce temps, ça veut dire aussi que du coup, on en a au moins pour 40 ans. Ça veut dire que les entreprises doivent commencer à se projeter dans ces 40 ans qui viennent. Parce que pendant au moins 40 ans, on va transformer, on va poser des nouvelles technos, on va trouver des nouvelles choses aussi. Et aujourd'hui, moi ce que je leur dis, c'est poser le cerveau. Déjà, il y a des infrastructures dont vous êtes obligés de vous doter. Alors ma slide a changé. Avant, je lui disais prenez celles qui sont économiques déjà. Maintenant, je leur dis c'est obligatoire, c'est encore plus facile. On est obligé de se doter d'ombrières. On est obligé de se doter de bornes. Bon, j'accélère, mais je répondrai aux questions après. La bonne nouvelle, c'est que si on les fait ensemble, on baisse les coûts parce que c'est les mêmes travaux, parce que c'est la même main-d'œuvre, à peu de choses près, et parce que c'est les mêmes parkings. La mauvaise nouvelle, c'est que si ce n'est pas optimisé en même temps, et aujourd'hui j'ai un gros industriel qui nous a contacté, qui a déjà lancé son PV, qui dit au fait je mettrai des bornes. Je lui dis super, on va recasser votre parking dans 12 mois. Parce que c'est des fourreaux, et en plus quand vous mettez borne plus PV, il faut faire de la maçonnerie en sous-sol. Enfin, c'est très concret, je peux vous donner des exemples très concrets, c'est très, très compliqué. Donc voilà, je voulais mettre un petit zoom concret pour les entreprises, poser le cerveau, mais faites les choses correctement, quoi, dans l'ordre. Et le deuxième truc où je voulais un peu alerter, c'est que, attention, les bornes de recharge, c'est notamment pour tous les représentants d'entreprises qui sont là, j'en vois au fond, c'est pour vos salariés. C'est pas que pour le directeur. Et c'est aussi pour les visiteurs. Et en fait, une borne de recharge, c'est compliqué. C'est pas juste une box qu'on va poser sur le parking ou une grosse prise électrique. Moi aussi, quand on a démarré les bornes de recharge chez IDEC, je me suis dit, oh, c'est des grosses prises électriques, on va les mettre avec les panneaux solaires, ça va bien se passer. Voilà, j'ai fait un peu cette tête. Bah non. Il y a évidemment un peu de VRD. Attention, il y a du courant faible, il y a Internet qui doit passer, donc quand on est en sous-sol, on rigole bien. Quand il y a des portes de parking commandées, on rigole bien aussi. Et attention, il y a des badges. Alors là, j'en ai mis un d'une très bonne société française. Il y en a d'autres. Il y a des badges avec du coup tout un enjeu de service client derrière. Nous, par exemple, nos clients, ils nous demandent d'être joignables 24/7 pour débloquer un client qui est bloqué. Il y a un grand pétrolier français qui a eu une famille de Hollandais bloqués toute une nuit sur une aire de service parce qu'ils n'arrivaient pas à débrancher la borne. Bon, ça arrive, hein. Je veux dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Faut pas, je fais pas le malin. Donc ce que je veux dire, c'est attention sur les bornes, c'est pas des prises électriques. Il faut le faire correctement, c'est un vrai enjeu projet.
J'ai mis quelques chiffres, on pourra en reparler, mais les bornes, c'est 25 à 35% de CAPEX seulement. Et pourtant, c'est bien un projet d'infrastructure lourde, hein. Un projet de borne industriel moyen, on peut vite taper le million d'euros de CAPEX. Mais en fait, il y a toute une durée de vie avec de la maintenance, les bornes, c'est 25-35% de CAPEX, le reste, c'est l'infra. Et il y a 30 à 40% facile, voire 50% d'OPEX sur la durée de vie. Parce qu'il y a du service client, parce qu'il y a un peu de maintenance obligatoire, il y a de la maintenance curative, et surtout parce que les gens, en fait, ils sont paumés dans le passage à mobilité électrique. Et donc, ils ont 5 badges dans leur voiture et ils vous appellent et ils ne savent pas comment faire. Et ça coûte cher aux entreprises. Voilà, je vois le temps qui s'écoule, donc je vais aller assez vite. J'ai failli faire transformer la contrainte en opportunité pour finir, puis je me suis dit que c'était vraiment bateau vu et revu, que c'était un peu comme mythe en réalité en début de disserte. Mais je me suis dit quand même, il faut envoyer un message un peu positif. Alors j'aurais pu vous dire que vous allez être green, renouvelable, et je vous le souhaite, hein. Mais j'ai voulu prendre un truc un peu plus RH et un peu plus actuel. Je pense qu'on a tous aujourd'hui des difficultés à recruter. En tout cas, nous, on en a. On a chez IDEX, on y arrive très bien, on s'en occupe, mais c'est un enjeu majeur pour nous, la croissance de nos effectifs. Et j'ai voulu remettre un petit chiffre sur une recharge domicile-travail. Le trajet moyen en France pour faire domicile-travail, c'est 13,3 km aujourd'hui, donc environ 25 km aller-retour. Si vous mettez des bornes AC, je vous donnerai les chiffres après si vous voulez, mais si vous mettez des bornes lentes pour vos salariés et que vous offrez la recharge en tant qu'employeur, aujourd'hui ça vous coûte 72 centimes d'euros par jour et par salarié. 70 centimes d'euros. Donc si vous avez, mettons, 100 bornes, c'est déjà une énorme usine, vous en avez par 70 euros par jour à offrir les lecs à vos salariés. Je vous garantis que dès que vous êtes sur des usines hors de l'Île-de-France, le prix de l'essence est un différenciant pour embaucher des salariés. Et le coût du trajet domicile-travail est un différenciant. 72 centimes d'euros, c'est 4 fois moins que le plein d'essence domicile-travail qui sort environ à 3 euros, 3,50 €, plus l'effet de l'usure évitée, etc. Donc c'est un gain de pouvoir d'achat pour vos salariés de 100 à 300 euros par mois environ par salarié. Voilà comment on fait gagner 100 à 300 euros par mois par salarié pour un coût total pour l'entreprise de 70 euros. Voilà, je pense que c'est assez positif comme message de conclusion. Et si vous avez des questions, alors j'avais plein de références. On l'a fait quand même chez des clients pour info. Tant pis, je prends 2 minutes de plus. On l'a fait chez des clients, notamment chez des gros logisticiens, où on commence à alimenter des bornes avec du solaire. Et ça marche, c'est la bonne nouvelle. Alors évidemment, c'est encore de la R&D, c'est pas de la R&D, mais c'est encore des pilotes, on va dire. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. IDEX en 2 minutes, sinon mon marketing va me taper sur les doigts. On est une ETI qui grossit, hein, parce qu'on doit être pas loin de 6000 maintenant, de la transition énergétique. On est présent sur toute la chaîne. Historiquement, on est des chauffagistes, mais aujourd'hui, on est vraiment des développeurs présents sur toute la chaîne de l'énergie. On est les plus gros indépendants, donc on en est très content d'être les plus gros indépendants. On fait 2 milliards de chiffre d'affaires. Et notre raison d'être, nous, c'est la transition énergétique. Et notre mission, c'est de valoriser des énergies locales. On a 110 agences, donc on travaille vraiment avec les mairies et dans tous les territoires. Et décarboner. On ne développe aujourd'hui que du décarboné. Évidemment, il y a toujours un peu de gaz par-ci, par-là qui traîne, mais notre objectif, c'est vraiment la transition énergétique. Et moi, la direction bâtiment bas carbone, on a pour mission de faciliter pour les entreprises l'accès à toutes ces choses dont on vient de parler avant. Je vous remercie.